comment gérer les risques et protéger les valeurs de votre entreprise lors de la construction de vos appareils IoT. Et nous accueillons Michele Sartori de l'entreprise Quarkslab. Merci beaucoup pour l'intro. Et du coup, on va passer 15 minutes ensemble pour parler de comment mitiger les risques dans le monde de l'IoT. Et en particulier, j'essaierai de vous donner quelques petits conseils sur comment protéger une application IoT pendant tout son cycle de vie. Déjà, je me présente, je suis Michele Sartori, je suis chef de produit pour QShield. C'est un des deux produits Quarkslab. Quarkslab, c'est une société que je pense que vous connaissez, c'est spécialisé dans la cybersécurité. On a un labo qui effectue des attaques et qui aide les entreprises à mieux sécuriser leurs applications. Et après, on a deux produits. QFlow, qui permet de détecter s'il y a des problèmes de sécurité sur des fichiers, et QShield, qui a une solution complète de sécurisation des applications IoT, desktop, mobile. Donc, je vais vous parler principalement de ces deuxièmes produits. Bon, je ne suis pas là pour vous convaincre que les problèmes de sécurité dans l'IoT est présent, avait démarré avec des petites attaques sur des caméras, mais non, c'est beaucoup plus large. C'est devenu quelque chose qui va essayer de récupérer des données personnelles, qui va récupérer des données et des secrets des entreprises, qui va essayer de récupérer des certificats pour se connecter en cloud. Du coup, c'est quelque chose qui est en train de malheureusement augmenter. On l'a vu augmenter dans les dernières 3 années et c'est en train d'exploser. Du coup, pourquoi on a cette situation de problématique dans la sécurité de l'IoT? C'est principalement parce que c'est un monde un peu récent où la supply chain est malheureusement très longue. On a un service provider à la fin qui a des besoins de sécurité, qui doit installer de la sécurité, et pendant la supply chain, tout un tas d'acteurs qui vont essayer de mettre en place des solutions de sécurité. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours bien fait. On a souvent des problèmes de configuration, on a souvent des problèmes de sécurité. Et du coup, les service providers, au final, ont des mécanismes de sécurité qui ne sont pas utilisés ou pas fonctionnels. Du coup, pourquoi c'est important d'investir dans la sécurité? On voit souvent ces slides dans les présentations dans lesquelles on dit il y a tout un tas de challenges qui amènent des risques de sécurité et du coup, qui ont un impact business sur les dispositifs et sur les fournisseurs de services. Bon, quels sont ces challenges? C'est le fait que c'est très facile de mettre en place des attaques, qu'au manque malheureusement d'informations qui viennent du terrain afin de comprendre si un device a été hacké ou pas. Et on a souvent des problèmes de configuration dû au fait qu'on va rapidement en production et du coup on n'a pas le temps d'installer correctement la sécurité. Tout ça, ça amène des risques et du coup a des impacts qui peuvent être dramatiques, peuvent aller jusqu'à avoir un compétiteur qui sort du lot parce qu'il est arrivé à comprendre exactement comment mon application est conçue. Mais ce n'est pas exactement ça que je vais vous passer aujourd'hui comme message, c'est le fait qu'il faut mettre en place de la sécurité aussi pour créer de la valeur. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mettre en place ce qu'on appelle un framework de cybersécurité robuste dans le monde de l'IoT. Pourquoi on fait ça? C'est parce que si on arrive à mettre en place un système robuste, on va avoir des données qui sont plus propres et meilleures. Et du coup, on a la possibilité de mieux les valoriser. Et dans l'IoT, ça, c'est quelque chose d'essentiel. On peut aussi aller voir que si on fait confiance à notre code et à nos applications, on pourra les déployer à l'étranger sans avoir des problèmes de souveraineté ou ce genre de problèmes qui sont malheureusement vrais dans pas mal d'entreprises. On va aussi pouvoir être compliant sur toutes les nouvelles réglementations qui vont arriver et qui sont en train d'arriver dans l'IoT. Et du coup, avoir en place déjà un framework de sécurité robuste, ça va nous permettre d'être compliant par de facto et du coup d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres. Et dernier point, c'est de savoir mesurer quand même les risques qu'on est en train de prendre une fois qu'on va en production. Ça, c'est très essentiel dans l'IoT pour éviter d'avoir après des coûts, des recalls à mettre en place ou des risques qu'on n'avait pas forcément prévus. Du coup, à quel moment on doit intervenir afin de mettre en place ces systèmes de cyber? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut intervenir à 3 moments clés du life cycle, du cycle de vie d'un device IoT. Les 3 moments clés sont lesquels? Les premiers, c'est pendant la phase de développement, où on doit donner à nos développeurs les plus des moyens possibles afin de protéger
les assets qui sont à protéger, et on verra après quels sont ces assets. Les deuxièmes moments, c'est une fois que mon dispositif est en production, et du coup, à ce moment-là, ce que je veux mettre en place, c'est un système pour pouvoir observer ce qui se passe sur les terrains, en termes de sécu, mais en termes aussi d'informations complémentaires sur l'usage du device, sur comment celui-là est utilisé. Et troisième moment, ce qu'on dit à nos clients, c'est que ce n'est jamais trop tard pour mettre en place un système de sécurité. C'est aussi un cas de problème de mon device ou des devices de la même catégorie, où on peut déployer des solutions de sécurité à distance grâce à des solutions de device management. Du coup, tout ce qu'on doit faire, c'est préparer nos devices une fois qu'ils vont aller en production ou en cas d'accident, afin de pouvoir récupérer sans devoir recall mes devices. Du coup, c'est quoi les devices pendant la phase de conception? Quels sont les types de données qu'on doit protéger? Bon, il y a les données, ça tout le monde le sait, c'est les données utilisées par mon application ou générées par mon application. Normalement, dans les mythes, ils sont toujours chiffrés, ils sont toujours bien protégés en intégrité et en confidentialité. Malheureusement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ces données elles sont stockées dans des fichiers de configuration, pas du tout chiffrés, et accessibles avec des attaques logiques à distance ou des attaques physiques avec accès physique au dispositif. La même chose pour les clés et les certificats. Dans l'idéal, on doit utiliser ces clés et certificats pour s'authentifier en cloud, pour récupérer des données chiffrées, pour s'authentifier, pour chiffrer et déchiffrer de la donnée. Ça aussi, en théorie, on a un TPM ou un secure element pour stocker et exécuter des algos cryptographiques de façon sécurisée. En vérité, les services providers n'ont pas accès à ces dispositifs et du coup, les clés sont stockées de la même façon que les données. Ou parfois, on n'utilise même pas des cryptos. Et dernière chose qui est quand même important, que c'est les codes, les firmware ou les codes de mon application, c'est où l'entreprise investit énormément d'années d'R&D qui doit être protégé, qui normalement devrait tourner dans des environnements solides et bien conçus. On se retrouve à devoir le déployer un peu partout et du coup avoir des problèmes potentiels de sécurité. Du coup, comment QShield, la solution Quartz Lab, aide les développeurs à protéger ces trois types de données? On a une solution de data protection, du coup, permet de chiffrer et déchiffrer des données à la volée et mettre en place ce qu'on appelle un vol sécurisé qui est fortement lié au device. Du coup, ça veut dire que si on essaie d'extraire ces vols et l'installer sur un autre device, on ne pourra pas déchiffrer la donnée qui est contenue. On a un module qui permet de protéger des clés. Du coup, les clés cryptographiques vont tourner même sans un élément de sécurité hardware à l'intérieur d'un vault logique qu'on appelle white box cryptographie qui permet de les protéger à rest et aussi pendant l'exécution. Et après, on a un module qui permet d'offusquer et protéger contre des attaques logiques des applications. Du coup, ça, j'ai une petite démo pour vous. Là, on a les mythes dans lesquels on prend un code source, on le transfère dans un binaire et tout est bon. On n'a pas de problème de sécurité. En fait, non. En fait, un attaquant peut récupérer notre code binaire qui est compilé et le rendre facile de compréhension via une... là, ça devrait bouger. Via une représentation de niveau. Même si je ne suis pas un expert en cyber, j'arrive, ou en rétro-engineering, j'arrive à détecter les informations confidentielles, j'arrive à comprendre qu'il y a des branchements et qu'on retourne un résultat vrai au fond. Du coup, grâce aux outils QShield et une interface low-code, on a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des passes d'offuscation qui permet de complexifier mon code binaire de façon telle que ça va être impossible par un attaquant de comprendre ce qui se passe. Là, on a quand même des blocs bleus, mais on ne comprend pas du tout la logique ni les informations confidentielles contenues ou les clés d'API utilisées par cette application. Du coup, là, je vous ai parlé un peu de tous les outils qu'on a pour protéger une application pendant le développement. On a aussi des outils qui permettent de sécuriser l'application une fois qu'elle est en production. Du coup, là, ce qu'on veut mettre en place, c'est un système d'observabilité, quelque chose qui me donne des informations sur l'application une fois sur le terrain. Et en fait, ce qu'on doit mettre en place, c'est un système qui me permet de récupérer principalement deux types d'informations. Des informations de sécurité du device, savoir s'il a été compromis, savoir s'il est routé, savoir s'il y a des anomalies à ce moment-là.
et des informations aussi des contextes sur comment les devices s'utilisent. Pourquoi on doit collecter ces deux informations? Les informations de sécurité, c'est très facile. Si on détecte un problème sur un device, on doit essayer de minimiser la surface d'attaque sur les autres. Du coup, on doit être en mesure de pouvoir mettre en place des réactions conséquentes pour changer mon niveau de sécurité en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est la première intuition et c'est normal. Et il faut faire ça. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est aussi de récupérer des informations sur les contextes, sur comment le dispositif est utilisé. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut réduire au maximum les coûts d'implémentation de la sécurité dans la supply chain. On veut avoir les mêmes systèmes de sécurité qui sont installés partout et l'adapter en fonction de comment ce dispositif va être utilisé une fois en production. Ça, c'est très important parce que ça va réduire les coûts et du coup, rajouter de la valeur grâce à la sécurité, on va dire. Ça, c'est mis en place aussi par des outils, ça peut être mis en place aussi par des outils QShield. C'est QShield Environment Checks. Là, on l'a intégré avec une interface Grafana dans laquelle on peut voir en temps réel quels sont les problèmes de sécurité et des informations de contexte qui sont sur un flux de devices. Là, on a une centaine de devices qui sont monitorés en temps réel. Une autre chose qu'on peut faire grâce à ces monitorages en temps réel, c'est d'avoir des alertes qui vont être, là on va avoir des mails qui sont générés, mais ça peut être aussi des actions, des réactions conséquentes qui permettent du coup de mettre à jour les systèmes de sécurité sur les devices impactés. Troisième moment, du coup, c'est un cas d'attaque. On a tout fait pour protéger nos devices, mais malheureusement, il y a des devices qui sont compromis. Du coup, à ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Là, c'est où on rentre en jeu avec des solutions de device management. Il y a des device management comme Mender, que c'est un de nos partenaires. Il y en a des dizaines, fournis aussi par les GAFAM, qui permet du coup d'effectuer des opérations de maintenance à distance sur mes devices. Grâce au fait que les technologies de protection QShield ne nécessitent pas d'éléments hardware sécurisés dédiés, on peut les déployer à distance et on peut les faire évoluer. Les systèmes d'offuscation, par exemple, on peut décider de faire évoluer la policy de sécurité une fois qu'elle est sur place, une fois qu'elle est déployée, de façon telle de ne pas avoir de problème. Juste pour information, Michele, il est midi. Oui, j'ai fini. Voilà, j'ai aussi une dernière démo, mais que malheureusement, vous pourrez voir sur notre stand, dans lequel je patch à distance un problème de sécurité. Vous l'avez compris, il y a ces trois moments clés dans lesquels vous pouvez protéger et augmenter les niveaux de protection de vos applications. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir sur les stands B15, c'est à l'autre bout, mais on a des démos pour vous et la possibilité de vous montrer ce que je vous ai décrit là. Merci beaucoup. Déjà, on peut l'applaudir très fort, Michele, merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une ou deux questions, hein, si vous en avez. Oui, bien sûr. Merci. Merci pour la présentation. La question que je me posais, c'est que par rapport à ce que vous avez présenté, vous démarrez la sécurité au monde du développement. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de déjà, dès le départ, concevoir les équipements IoT autour, par exemple, d'une démarche de security by design, de façon à permettre, déjà en amont, de sécuriser les équipements? Parce que là, à mon sens, on arrive déjà tard, en fait, par rapport aux besoins. C'est un constat, en fait, qu'on fait, c'est que malheureusement, la sécurité arrive trop tard dans la supply chain et du coup c'est trop tard pour l'implémenter. C'est clair, c'est ceux qui arrivent par exemple dans les mobiles, dans lesquels par exemple les solutions QShield exploitent au maximum les éléments de sécurité hardware qui sont déjà présents et qui sont correctement paramétrés. Mais malheureusement dans l'IoT on voit que les réflexions de sécurité arrivent toujours à la fin et du coup c'est comme ça qu'on peut les déployer. Mais je suis d'accord avec vous qu'un système basé sur de la confiance by design, c'est sûrement applicable et intéressant dans l'IoT. Une dernière question, si vous voulez. Ou alors c'était tellement clair que merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup Michele. On peut te retrouver aussi sur le stand. Merci à vous.